La variété des milieux naturels au Moyen-Orient permet de dégager, du nord au sud, 11 grands types régionaux, 11 milieux naturels que j'ai tracés à la main. Veuillez m'excuser pour les petites erreurs au niveau du détail, mais en gros, on y est. Alors le point 1, le milieu naturel numéro 1, se trouve au nord de la Turquie. C'est la chaîne Pontique qui culmine à 4000 mètres et qui sépare les côtes de la mer Noire au climat subtropical du centre de la Turquie, auquel elle tourne le dos. L'isolement de ce milieu a généré des identités régionales très fortes et des systèmes politiques autonomes défendus en cela par la montagne, qui est une frontière naturelle. Le milieu naturel numéro 2, il s'agit des littoraux turcs, dont l'environnement est méditerranéen, ouvert sur la mer Égée, et qui encercle le plateau anatolien comme un fer à cheval. Les pluies y sont abondantes et y ont fait naître des sociétés agricoles ouvertes sur la mer. C'est un espace de vieille civilisation sédentaire, que cette Asie mineure, comme on l'appelait à l'époque, qui a été l'objet de convoitises politiques depuis l'Antiquité. Le milieu naturel numéro 3, c'est le plateau anatolien, le centre de la Turquie, qui culmine entre 1000 et 2000 mètres d'altitude et qui est barré au sud-est par les monts Taurus, qui eux culminent à plus de 3000 mètres. Alors ce territoire est formé de steppes semi-arides. Le plateau est marqué par un froid sec. Il gèle plus de 2 mois dans l'année. Alors c'est un territoire qui est difficile à conquérir et à conserver, et son contrôle est néanmoins indispensable pour dominer cette Asie mineure. Le point 4, c'est le socle arméno-kurde, massif et humide, marqué par un relief très élevé. Ça culmine à plus de 2000 mètres et ça va jusqu'à au moins 5000 mètres. C'est compartimenté et très froid. Il y a 5 mois de gel autour du lac de Van. Ça s'abaisse lentement vers le sud et la Mésopotamie. Et dans cet environnement aux ressources précaires, les systèmes politiques ont dû composer tout au long de l'histoire avec des populations rudes et des habitudes de transhumance. Le milieu naturel numéro 5, il s'agit des hautes montagnes iraniennes qui font fonction de barrière entre les invasions d'Asie centrale et les civilisations sédentaires du croissant fertile, c'est-à-dire l'Arabie. Ces chaînes ont donné naissance à des sociétés pastorales et aussi très guerrières. La zone 6, c'est la zone lévantine du Liban, du littoral syrien et de l'Israël-Palestine. C'est bordé par son haut relief de 2000 à 3000 mètres d'altitude et parcouru de vallées étroites, notamment le Jourdain et l'Oronte, dont la fameuse aussi Bekaa. C'est méditerranéen et forestier. Il s'agit d'un des milieux les plus arrosés de la région. Et au sein de ce levant côtier, les nuances naturelles sont infinies. La richesse de la zone lévantine et ses sites symboliques, tels que Jérusalem, évidemment, en ont fait un espace très convoité tout au long de l'histoire. Ces montagnes ont joué un rôle de refuge pour nombre de minorités et de sectes. Le milieu naturel numéro 7, c'est le plateau steppique irako-syrien qui évolue en désert de cailloux vers le sud et qui est parsemé au printemps de verdure. Alors, il y a un climat continental semi-aride, la végétation y est limitée et les précipitations irrégulières. C'est ici que se trouve la limite de la culture du palmier dattier. C'est un milieu qui est situé à la marge du croissant fertile et le contrôle de cet espace de transit a toujours été essentiel mais jamais durable dans le temps. Le milieu naturel numéro 8, il s'agit des plateaux iraniens qui culminent jusqu'à 2000 mètres et qui en servent un espace désertique froid au centre, tandis que les bords sont ouverts aux influences extérieures. L'Iran a ainsi une constitution physique trop désarticulée pour même être homogène. La forêt steppe des hauts reliefs est propice aux activités pastorales, mais gêne les communications par exemple. Ponctuellement, les cultures irriguées succèdent aux cultures sèches et aux steppes froides.
Le plateau a constitué durant toute l'histoire la porte d'entrée des invasions venues d'Asie. Le milieu naturel numéro 9, il s'agit des grandes plaines humides d'Égypte et de Mésopotamie, structurées par les vallées fluviales du Nil, du Tigre et de l'Euphrate. Les trois fleuves sont bordés par une zone irriguée étroite, entre 10 à 50 km suivant les fleuves, mais débouchent sur de vastes plaines fertiles comme le delta du Nil, parfois marécageuses comme le sud de l'Irak. Le Tigre et l'Euphrate sont toutefois dangereux et moins puissants que le Nil. Aussi, le potentiel de leur plaine alluviale a-t-il été sous-exploité. Ce sont quand même des lieux qui sont propices à l'occupation humaine, et ce milieu a vu naître les premières civilisations du Moyen-Orient qui s'affrontèrent pour le contrôle de la région durant l'Antiquité. Le milieu naturel numéro 10, il s'agit des espaces désertiques chauds, déserts immenses qui mêlent dunes aux plaines caillouteuses. Quelques oasis ponctuent cette solitude écrasée de chaleur aux maigres ressources. En Égypte et au Sinaï et sur la Tihama, les côtes sont inhospitalières et coupées de l'intérieur des terres. Dans le sud et l'est de la péninsule arabique, il y a une mince bande littorale qui est adossée au désert et qui est tournée vers la mer et qui accueille les vents humides de la mousson, ce qui offre des possibilités portuaires. Le milieu numéro 11, c'est les montagnes yéménites qui culminent à 3000 mètres d'altitude en moyenne et qui sont un véritable château d'eau. Ici, les conditions climatiques ont facilité la vie sédentaire grâce aux palmeraies et aux céréales. Cette Arabie heureuse d'Hérodote offre des possibilités agricoles quasi méditerranéennes. Le cadre géographique du Moyen-Orient a profondément influencé la nature de l'occupation humaine, c'est logique. Et du coup, ça a aussi influencé les constructions politiques et les frontières. Là où la densité humaine était permise par le relief et la végétation, par exemple les milieux de type 2, 6, 9 et 11, des systèmes étatiques ont vu très tôt le jour, soucieux de protéger leurs sujets et leurs revenus fiscaux, d'où la mise en place précoce de frontières délimitées et de marges disputées, comme le milieu naturel numéro 7. En revanche, autour des espaces désertiques, les milieux numéro 10, les hauts reliefs, les milieux numéro 4 et 5, et les plateaux répulsifs, le milieu numéro 3, la limite des contrôles politiques fut longtemps approximative et mouvante. L'aridité et la profondeur des déserts arabiques expliquent pourquoi les enjeux géostratégiques se concentrèrent jusqu'au XIXe siècle entre l'Asie mineure et les monts Zagros et ignorèrent le sud de la péninsule. Aucun des 11 types dégagés n'a généré une quelconque frontière naturelle. Aucun empire, aucun État n'a pu fonder son territoire sur les seules données de l'environnement. Il n'y a pas de Rhin, il n'y a pas de Pyrénées qui ont délimité des frontières intangibles. Tout au plus, on peut souligner combien a été importante la rupture entre les reliefs septentrionaux et les grands espaces arides du sud. Le Taurus a longtemps été une limite forte entre Byzance, l'ancienne Byzance, et l'islam, la civilisation islamique. Mais ce verrou a fini par sauter, et l'Asie mineure, pourtant peu aisée à défendre, résista près de 5 siècles aux armées turques. L'idée de frontières naturelles réelles ou idéales paraît vraiment un artifice au Moyen-Orient, tant les milieux s'interpénètrent.